Bonjour à tous, je suis donc Sébastien Massé, je suis directeur du Centre de services cybersécurité pour Monaco Informatique, Monaco Digital à Vaugirard. Et je suis là aujourd'hui avec ces messieurs pour animer une table ronde autour d'un sujet qui, je pense, vous concerne tous, puisqu'on va parler aujourd'hui de la préparation à une crise cyber. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? Bruno en a parlé tout à l'heure. C'est clairement un sujet d'actualité. Vous y avez peut-être déjà été confronté au sein des entreprises. Si vous suivez aussi l'actualité, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de vol de données, on parle beaucoup d'arrêt de production sur les systèmes industriels ou du monde d'ailleurs, en tout cas de blocage d'activité pour les entreprises. Et puis, bon, je voulais reprendre une petite formule de Guillaume Poupard, qui est donc le directeur d'ANSSI lors du FIC, lors de son message d'introduction. Je l'ai trouvé assez intéressant. Il parle, il dit la menace cyber existe toujours, elle continue d'augmenter, elle est proliférante. Donc, c'est un peu alarmant, je dirais. En tout cas, moi, quand je l'entends, je me dis ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, la question n'est pas tant de savoir si on va subir une crise, mais c'est plutôt quand est-ce qu'on va subir, et surtout, derrière ce que j'entends, c'est qu'il faut s'y préparer, il faut se préparer à réagir. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet aujourd'hui, c'est pour ça que ces messieurs sont avec moi pour parler de la gestion de crise, parce que l'idée c'est pas de continuer dans ce discours un petit peu alarmant, mais c'est d'essayer de proposer des solutions concrètement, comment on fait, comment on peut s'y préparer. Et donc on aura sur cette table ronde Yves Letiec, qui est aujourd'hui en fait expert en cybersécurité et ancien sous-directeur de l'ANSSI. Et actuellement enseignant en gestion de crise et cyberdéfense à l'ANSSI. On aura également Jérôme 16, qui est consultant en protection des entreprises chez Fort Intelligence. Jérôme est notamment spécialisé dans tous les exercices de crise cyber, le conseil ou encore la sensibilisation en entreprise. Yves, alors on a un deuxième Yves, Yves Le Gouge, qui est Channel Account Manager au sein de la division Data Protection Solutions de DLMC. Forcément, Yves reviendra sur les solutions technologiques qui peuvent nous aider justement à réagir à une crise. Et enfin, Hervé Troilic, qui est directeur de l'Ops Cybersécurité pour Anteo Trust and Security, qui est le cabinet de conseil et de sécurité du groupe Sony France. Donc Hervé reviendra dans cette table ronde sur notamment une crise qu'il a eu à gérer et reviendra à la fois sur les moyens organisationnels et technologiques qui lui ont permis de gérer cette crise. Donc si vous le voulez bien, on va essayer, donc on va laisser la parole à ces messieurs. Les questions, je vous propose qu'on les garde pour la fin. On gardera un petit moment pour échanger justement et que vous puissiez poser vos questions. Plutôt en fin de table ronde. On va commencer avec toi, Yves. Est-ce que tu peux donc nous parler des évolutions des pratiques en termes de gestion de crise et notamment de ce que tu fais aujourd'hui pour préparer nos experts de demain par rapport à la gestion de crise? C'est long, je n'ai pas la réponse à la question. Je vais rentrer. Donc, écoutez, bonjour, merci Sébastien de nous avoir un petit peu mis sur la route. D'abord, juste une petite parenthèse, je vais dire autour de la table, la Bretagne est vraiment très bien représentée. Merci Sébastien. Entre Monaco et la Bretagne et la France. Et puis en plus, deux Bretons du Sud, puisque NCBS, je suis enseignant à NCBS. NCBS, c'est l'Université de Bretagne Sud. Donc on a des atomes crochus par rapport à la Bretagne Sud. Je ferme la parenthèse. La gestion de crise, effectivement, aujourd'hui, si tu me permets, Sébastien, de façon à vu l'interlocuteur que chacun puisse terminer derrière. Donc nous, ce qu'on voit aujourd'hui, si on doit avoir une approche, il faut qu'on ait aujourd'hui cette chance d'avoir une approche par le haut. Tu as cité tout à l'heure Guillaume Poupard, dans l'assistance, il y a des anciens de l'ANSSI que je salue, que je reconnais. Donc c'est vraiment un réseau qui monte et qui est vraiment présent. Pourquoi? Parce qu'effectivement aujourd'hui ici, lorsqu'on regarde une crise, on connaît les fondements d'une crise, on la définit aujourd'hui beaucoup plus comme une action qui va pouvoir, les conséquences d'une action qui va toucher directement ou indirectement, et c'est ça l'enjeu de l'intégration du cyber, la raison d'être, mettre à mal la raison d'être d'une entité, quelle qu'elle soit, collectivité ou entreprise. Donc par rapport à ça,
depuis tout le temps, hein, depuis l'origine des temps, effectivement, cette crise-là, elle était gérée, et le mot gestion de crise, comme tu l'as marqué dans ton texte, veut dire qu'il faut s'organiser, le processus, etc., etc. Donc tout ça, ça s'est très bien fait à travers le temps. Il y a des organismes, la littérature vous invite à regarder un peu tout ce qui se passe sur le système de management, outils d'activité, enfin, toutes ces choses-là, c'est des outils vraiment qui sont très pertinents et très intéressants. Sauf que depuis, alors pour les plus anciens qui ont des cheveux blancs un peu comme moi, ça fait un moment qu'on sait que ça existe. Mais là, aujourd'hui, on a une opportunité, c'est un petit peu ça, peut-être mes maîtresses, on a une opportunité où aujourd'hui le cyber, eh bien, alors que on avait du mal, hein, la sécurité, la cybersécurité dans tous vos domaines, ce ne sont pas vos priorités. Hein, ce ne sont pas vos priorités. Le directeur général adjoint a dit tout à l'heure, non c'est fini, c'est quand est-ce que je vais attaquer. La réponse, c'est pas un problème. Nous, notre métier de gestion de crise, effectivement, c'est qu'on va se préparer, on se prépare. Et malheureusement, pour se préparer, c'est au quotidien. Que ceux qui intègrent, comme on le faisait avant, le principe de la gestion de crise, le moment voulu, le moment venu, on se préparera, on fera des plans de continuité comme je l'ai vu en direct dans notre crise, c'est trop tard, on est bien tous d'accord. À les militaires, on a l'habitude de dire, le premier mort dans une guerre, c'est la planification. Or, en fait, la gestion de crise, ça ne va être que de la planification. Et c'est ça qui est extraordinaire, ce que je voudrais juste, comme idée à retenir, c'est que le cyber, qui a eu du mal dans les 10 dernières années à monter en puissance, malgré le travail extraordinaire qui est fait au niveau d'Annecy, et qui est innervé un peu partout, et bien ça, avec les passifs comme vous l'êtes aujourd'hui, et bien ça, cette notion-là, en fait, aujourd'hui, on va pouvoir, entre guillemets, utiliser le cyber parce que c'est notre métier, la crise. En fait, naturellement, nous travaillons en instance de crise. Donc voilà un petit peu pourquoi cette force-là, et quand on doit aujourd'hui identifier une crise, les deux thématiques, moi je dirais, c'est ce qui est terrible, hein, ça a été rappelé effectivement quand on est au quotidien, c'est terrible. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a tous traité des crises a posteriori, en rentrant avec le drame, etc. C'est plus du tout ça qui se passe maintenant. Il y a ça, effectivement, mais ceux-là vont mourir, ou ils vont survivre pour les plus gros, et puis certains, beaucoup vont disparaître, etc. C'est la vie au quotidien. Mais là, en fait, en termes d'outils, moi ce que je vois sur les crises, pour le cyber, ce qu'elle apporte aujourd'hui, cette crise cyber, c'est la foudroyance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux thématiques. La foudroyance, d'un côté, que l'on connaissait, hein, on a tous géré des crises avec des incendies, voire du sabotage, ça c'est plutôt des domaines un peu réservés. Cette foudroyance, le cyber, c'est son pain quotidien, puisqu'en fait, les systèmes d'information, c'est avec ça qu'on vit, et la vitesse, en fait, c'est du H24, ça a été rappelé tout à l'heure, les centres, c'est du H24, ça c'est clair. Donc la foudroyance est une thématique que d'autres utilisaient pour les crises, mais le cyber, elle en fait sienne. Et la deuxième, c'est une particularité, ça a été dit dans les propos, rapportés dans les propos de M. Guillaume Coupard, c'est son aspect proliférant, je l'ai dit, dans les propos, multiforme. C'est-à-dire qu'en fait, ces crises, elles sont à la fois foudroyantes et avec une capacité de diffusion extraordinaire. Aujourd'hui, nos sociétés, nos entreprises, dès qu'elles sont dans un seuil, on va dire au-delà de 50 à 100 personnes, on sait gérer un petit peu, c'est un seuil intéressant, là, 50 à 100 personnes. Ce seuil-là, si vous voulez, c'est ce que les militaires appellent, c'est des notions de compagnie où on connaît les gens. Dans les crises, on verra, les partenaires en parlant tout à l'heure, sans doute, il y a la notion humaine. Eh bien, les militaires, ils ont l'habitude, une compagnie, c'est 100 hommes, 120. On les connaît par cœur, on connaît tous leurs défauts, leurs qualités, etc., ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est gestion de crise, là, on peut la gérer en tant que chef d'entreprise. Pour faire ça, en tant que patron responsable d'une activité. Au-delà, c'est autre chose. Là, on est dans un autre contexte. Et c'est pour ça qu'il faut agir. Donc, foudroyance et puis prolifération immédiate, c'est ce qui est nouveau. Et ça, nous, c'est extraordinaire parce que le cyber, c'est ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien à travers, notamment ce que vous avez créé tout à l'heure, vous avez présenté un centre opérationnel de sécurité, des SOC, peu importe les termes. D'ailleurs, notez qu'au passage, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur cette capacité à créer, à mutualiser pour les petites sociétés, etc., ce genre de centre opérationnel. Oui, mais la crise, c'est de la préparation, donc du H24, il l'a dit tout à l'heure, et donc ce cyber-là, c'est de pouvoir intégrer ça en préparation au quotidien. Sauf que les habitudes, c'est ce que Nancy essaie de diffuser avec nous, hein, tous les acteurs qui sont autour de la table, nous relayons ça, et sans doute autour de cette assistance également, j'en vois le fond au quotidien. Eh bien, tout ça, ça contribue à la préparation.
Donc en fait, rien de nouveau pour nous. Je peux tenter de dire, on a eu du mal à convaincre, parce qu'on est jeune, on est jeune, on n'est pas en priorité quand vous vous adressez à une entreprise. La cybersécurité, c'est ma P28, sauf quand ça casse. Quand ça casse, c'est autre chose, ça a été dit, on ne se pose même pas le problème, c'est je veux de bonnes outils. Et là, la pénurie, c'est ce qu'on connaît tous au quotidien, etc. etc. Mais donc ça, nous, les bonnes pratiques, on les intègre au quotidien. Je vous invite, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine, à vous rapprocher de vos partenaires. Il y en a plein dans la salle, il est présent ici. Et une fois qu'on fait ça, avec ces bonnes pratiques, on s'aperçoit, regardez, dans une politique de sécurité, vous devez intégrer la gestion des incidents. Donc en fait, une politique de sécurité, ça fait un peu peur à tout le monde, etc. C'est des outils extraordinaires, formidables, parce que dedans, on va écrire tout. C'est-à-dire qui est responsable, qui fait quoi. Et c'est ça la planification. Alors après, effectivement, on les fait, moi quand je fais un exercice, on commence comment, c'est la mort du président. Donc une petite PME, on commence, il ne le sait pas, et là, à l'annonce, il vient de mourir. Donc là, c'est un peu embêtant parce que dans les structures, en général, c'est un peu le bazar. Et bien, en fait, ça commence exactement, et il n'y a pas besoin de faire plus de 3 heures, on a compris, on a convaincu tout le monde. Donc les outils, ils existent. Je ne vais pas en dire plus, je reviendrai peut-être si tu permets. On a fait un exercice, l'NCBS est une école d'ingénieurs en cyberdéfense, c'est la seule en France, qui forme en fait des ingénieurs en apprentissage, en alternance. On les diffuse dans les différentes sociétés françaises, françaises, voire peut-être monégasques. On ouvre un module international cette année. On fait ça, et sur 3 années. Et dedans, on a un SOC, on a créé un SOC justement pour pouvoir se préparer au quotidien. Donc nos élèves, ils n'ont pas l'appétence pour la planification, mais on les forme en planification. Planifier, c'est vraiment prévoir ces différents scénarios. Donc il y a des outils qui existent, et là, d'autres parleront aussi directement là-dessus. Et cette année, on a joué un exercice, et j'en terminerai là-dessus, un petit peu à la méthode militaire, c'est-à-dire qu'on avait 2 jours de préparation, 2 jours de montée en puissance de préparation, c'est 6 mois. Comme ça, c'est 6 mois, 2 jours de préparation et 5 jours d'exercice. Donc ça fait 7 jours d'exercice complet, qui sont 56 élèves ingénieurs, c'est leur exercice final. Et la thématique, tenez-vous bien, c'était, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le cyber diffusé partout, c'était un grand événement, les Jeux Olympiques. La Bretagne, Brésilande avait gagné les Jeux Olympiques, là, il y avait des matchs et tout, et on avait imaginé en planification tous les scénarios. Bien figurez-vous que beaucoup se sont passés, et que ceux pour lesquels ça ne s'était pas passé, c'était pas très très grave, parce qu'effectivement les élèves étaient dans le match, on avait notre centrale 24, et la capitalisation qu'on avait eue, donc la capitalisation, autre terme, par une cartographie qui était maîtrisée, d'un système industriel qui au départ c'était simple, les élèves les mauvais avaient réussi à pirater le site, ce qu'on joue en réel en fait, à pirater le site, à faire de la billetterie gratuite, donc tout le monde rentrait, et au même moment on avait capturé le système d'information industriel, et on ouvrait les portes. Donc, enfin, et là, le système industriel, et on déclenchait l'alarme. Qu'est-ce qui se passait? Mouvement de foule, tout le monde veut sortir, incendie, et tout le monde rentre parce qu'on a des billets gratuits. Et donc ça c'était pas mal, avec la capture vidéo au moment du 100 mètres, je vous en passe des meilleurs, enfin des scénarios, ça qui intéresse les gens, on peut s'amuser. Donc rien de nouveau sur le soleil, mais la cyber, je pense que c'est une opportunité, il faut qu'on la saisisse, ça peut être un vecteur pour nous de pouvoir arriver au bon niveau, c'est-à-dire le bon niveau, on est au niveau d'un COMEX, et là on a un conseiller en gestion de crise, c'est important pour ça. Je vais terminer. Merci beaucoup Yves. Alors, tu as beaucoup parlé effectivement de préparation. Jérôme, je sais que tu accompagnes concrètement au travers d'exercices beaucoup d'entreprises. Alors là, tu n'es pas l'école bretonne, mais pas encore. Mais est-ce que tu peux nous en parler concrètement en entreprise? Comment ça se passe? Bon, alors d'abord, je tiens à tuer un mythe, il n'y a pas que des Bretons à cette table. En tant que Niçois exilé à Paris, je suis content d'avoir des Monégasques venir à moi, et des confrères du 13e aussi, donc c'est vraiment en famille ici. Alors oui, les exercices, l'exercice de crise arrive en avant-dernier. Le dernier, c'est la crise, on espère que l'exercice va arriver avant. Mais il arrive en avant-dernier parce que ça ne sert à rien de commencer par l'exercice de crise si on n'a rien préparé. Avant l'exercice de crise, il y a l'entraînement à la crise. Et avant l'entraînement à la crise, il y a les processus. Donc si on reprend le fil dans l'ordre, on ne peut rien faire. Et clairement, j'ai essayé de vendre des exercices de crise à des gens qui n'avaient strictement rien fait. Personne n'a voulu payer pour voir parce que tout le monde sait qu'on va être mauvais et que ça va être la catastrophe. Donc il vaut mieux commencer d'abord par créer des processus. Créer des processus, c'est quelque chose qui prend du temps. On le fait par petits bouts, par petits périmètres. Comment le système email, par exemple, tombe. Comment vous communiquez entre nous? C'est simplement
passe sur WhatsApp. Ok, quels sont les risques de WhatsApp? Ok, donc si WhatsApp a quelques soucis ou a eu quelques soucis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outillage pour le jour où on est tenté de passer sur WhatsApp, mais on aura quelque chose de mieux à se mettre sous la dent. Voilà, puis ensuite on passe à un autre secteur, Donc on va créer des petits processus comme ça, des petits îlots sur lesquels on verrouille un petit peu les process. On entraîne les gens ensuite à ces processus. Donc on leur dit, voilà, ce matin, plus de mail. Comment on fait? C'est pas un exercice de prise, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est de manière ponctuelle et maîtrisée, utiliser des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au quotidien parce que nos outils quotidiens ne sont pas disponibles. Donc on va commencer à entraîner comme ça. Donc ça c'est un plan, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un plan sur l'année où on va dire bon, ok, on va avoir tel et tel processus défini, on va les tester de telle et telle manière. Et uniquement lorsque tout ça est en place, on va pouvoir se dire ok, maintenant on va tester. On va tester, donc l'exercice de crise, c'est un peu une sorte de méta-entraînement, c'est-à-dire que ça va reprendre tous ces points spécifiques que l'on a testés, que l'on a en tout cas défini et que l'on a pratiqué en tout cas, pardon, et on va les tester. Alors là, l'idée de les tester sur la durée, évidemment, de les tester. Alors il faut effectivement que les processus soient bien acquis. Et encore une fois, sans processus, ça ne fonctionne pas. Typiquement, j'ai accompagné l'ANSSI sur son l'exercice du POSI. Donc on était pareil sur un format de 7 jours de montée en puissance et 48 heures non-stop, donc nuit et jour. D'exercice. Bon, ben, vous imaginez bien pour que cet exercice-là, avec un tel déploiement, donc effectivement 6 mois de préparation, c'est quelque chose d'impactant, on n'a pas envie que ça tombe au bout de 12 heures, parce que voilà, les gens de toute façon sont à la rue. Donc la préparation a été importante. Donc une fois qu'on en arrive à être capable, et ça c'est quelque chose aussi qui est une question intéressante à se poser, c'est de dire, ok, est-ce que je suis aujourd'hui capable de lutter, vraiment de lutter, parce que c'est une lutte, hein. On a un adversaire qui est dans la place, on a un adversaire qui essaie de nous nuire, et on doit réussir à le maîtriser et à reprendre les opérations correctement. Donc est-ce que je suis capable de lutter aujourd'hui pendant 48 heures contre un adversaire compétent? Si on n'a jamais fait ce travail de préparation, d'entraînement et de processus, la réponse est non. Lorsqu'on commence à être un peu confiant sur la réponse, que la réponse peut être oui, peut-être, dans ce cas-là on peut passer à l'exercice. L'exercice, ça va être un scénario cadre, un scénario enveloppe. C'est très important le scénario. On ne fait pas du James Bond. En revanche, on sait qu'on doit susciter l'adhésion des gens qui vont jouer. On va demander à des gens de sortir un petit peu de leur cadre habituel, de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire initialement. Tous vos collaborateurs vont devoir trouver des choses, être dans un contexte qui n'est pas le leur. Donc pour ça, il faut les aider à rentrer un petit peu dans le jeu avec un scénario qui soit intéressant au niveau cadre. L'adversaire, ses motivations, les motivations de l'adversaire, c'est très très important parce qu'une fois qu'on a un adversaire clairement défini, avec des capacités clairement définies, un objectif clairement défini, le reste va suivre assez automatiquement. Donc ça, c'est le scénario cadre. Ensuite, on prend chaque objectif de l'exercice, et il n'y a pas d'exercice de crise sans objectif. L'exercice de crise, ce n'est pas on lance tout ce qu'on a et on voit si vous êtes à genoux ou pas. Non, c'est on veut tester, on veut mettre sous tension tel ou tel point. Donc une fois qu'on a défini l'attaquant, ses moyens, ses méthodes, son objectif et nos propres objectifs, on va pouvoir ensuite attaquer la partie, ce que j'appelle l'exercice, le scénario technique. Le scénario technique, c'est à partir de ce scénario enveloppe, qui est un peu une histoire à la James Bond, de qui nous veut du mal et pourquoi, on définit par stylo quelles sont les attaques techniques, les moyens réellement techniques que l'attaquant va mettre en œuvre contre telle et telle entité. Alors, sur des petits périmètres, c'est simple. Sur des gros périmètres, là, notamment, je sors d'un exercice sur un grand groupe AMOIV qui a voulu faire jouer 16 directions et filiales. Je peux vous assurer que c'est pas simple. Parce que vous avez 16 entités quasi autonomes qui vous disent, moi, voilà ce que j'ai envie de tester, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que j'ai envie de tester. Et puis un autre va vous dire la même chose sur quelque chose de totalement différent. Et le but est de créer une histoire cohérente qui respecte le scénario original enveloppe et qui en même temps permet de tout tester. On voit que c'est vraiment beaucoup de travail, c'est très minutieux, c'est beaucoup de temps sous Excel. Excel est l'outil par défaut du consultant et encore plus de la gestion de crise. Et une fois que tout ça est en place, et c'est là que c'est drôle, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, on sait pertinemment que ça ne va pas se passer comme ça. Mais il faut le faire. La préparation permet de laisser la place à l'improvisation. Donc plus on a préparé à l'avance, plus on est en mesure d'avoir un peu d'espace dans la tête et opérationnellement pour improviser. Et on sait que sur un exercice de crise, on va beaucoup improviser. Une fois qu'on entre dans l'exercice de crise, on a deux choix. Le choix est fervent. On a plutôt deux chemins.
On a des exercices de crise qui sont purement des simulations. On va mettre tout le monde autour d'une table, ou en tout cas dans leur bureau respectif. On va activer la cellule de crise. Donc là aussi, tout ça c'est la préparation. Qui est dans la cellule de crise? Généralement, le patron n'est pas dans la cellule de crise. Ça prend déjà un certain temps à l'expliquer, puis il faut le mettre dehors. Déjà, il est mort, potentiellement il est mort, et s'il n'est pas mort, il ne sert à rien dans la cellule de crise, parce que son poids hiérarchique va écraser la prise d'initiative des membres de la cellule. C'est lui qui va tout diriger, et il n'est pas mieux placé pour diriger. Il y a un affect particulier, notamment sur de petites entreprises. C'est souvent son bébé. Voilà. Quand le bébé est en train de faire un arrêt cardiaque, c'est pas le papa qui va faire le massage si les professionnels sont là. On laisse les professionnels travailler. Et puis le patron, lui, a une autre tâche, c'est d'être un peu face de compagnie. Donc c'est lui qui va parler à la presse, c'est lui qui va commencer à communiquer là-dessus. Donc il faut qu'il soit briefé, formé, tenu au courant par des points de situation réguliers. Donc il a tout un travail déjà à faire. Donc on active la cellule de crise. La cellule de crise va travailler, comme je le disais, soit sur table, donc une simulation. On dit voilà ce qui arrive, voilà ce qui se passe, comment réagissez-vous, qu'est-ce que vous activez, désolé, là c'est plus possible, on peut couper des messages, on peut s'amuser. Petite parenthèse, c'est un vrai talent que de faire en sorte que dans un exercice de crise, les joueurs ne vous prennent pas, vous, l'animateur, comme l'adversaire. Très souvent, les joueurs vont se dire « Ah non, mais vous trichez, on est en train de démonter votre scénario, donc vous ne nous avez pas passé tel message, on n'a pas su ça, c'est pas du jeu, etc. » Donc plus le scénario est prévu à l'avance et carré, plus il est facile de refuter ça. Très simplement en disant « Désolé, mais l'adversaire, on joue l'objectif et les moyens de l'adversaire. » Pour l'instant, vous ne connaissez pas l'adversaire, vous ne connaissez pas ses objectifs ni ses moyens. Donc commencez peut-être à les chercher et à les analyser et vous comprendrez peut-être le public. Bref, donc là on est sur une simulation. Mais le grand atout du cyber, c'est que l'on peut aller beaucoup plus loin que la simulation, c'est qu'on peut mettre vraiment les mains dans le moteur. Typiquement, dans des exercices de crise sécurité civile, dans le cadre par exemple de sécurité sûreté pure, un tireur de masse par exemple qui rentre dans une école, dans une préfecture, clairement, lorsqu'on a des fausses victimes au sol, les premiers intervenants ne vont pas aller mettre un tourniquet sur une victime et l'amputer. On va enlever la victime, la fausse victime. En revanche, dans le cyber, on peut faire ça. Donc on peut clairement modéliser sur une plateforme évidemment distincte et isolée, hein, on ne va pas toucher au système d'information du client et de la victime, mais sur une plateforme isolée, on va modéliser une version simplifiée du système d'information. On va retrouver les mêmes noms de serveurs, les mêmes noms de systèmes, les mêmes bases, des choses comme ça, on importe tout ça. Il y a souvent quelques petites différences, notamment en termes de licence. Il y a des applications dont on ne peut pas avoir une licence parce que c'est beaucoup trop cher, on trouve une solution un peu libre pour faire à peu près la même chose. Mais globalement, on va trouver la même chose. Et là, dedans, on va jeter des méchants, on va jeter une red team. On va mettre dans la salle avec la red team un maître de jeu, avec un peu vicieux quand même, évidemment, très joueur, qui va diriger la red team comme si c'était l'adversaire. Et les attaquants vont, pour la journée d'exercice ou la durée de l'exercice, les défenseurs ne vont toucher qu'à leur faux système d'information. Et là, on va voir ce qui se passe. L'intérêt, c'est qu'on peut, comme ça, activer une chaîne très très transversale. Ah oui, alors c'est peut-être un terme aussi qui est important, c'est la transversalité. Aujourd'hui, une crise, ça impacte tout le monde. Ça impacte la communication, le juridique, la technique, la direction. Ça impacte beaucoup de monde. Si on ne teste que par silo, ça peut être un choix. Il faut savoir que c'est temporaire. À un moment donné, il faudra tester tout le monde. Et comment tout le monde échange, discute, se prend la tête, stresse, ensemble. Voilà, ça, c'est très important. Donc, pour revenir à la partie technique, on va pouvoir avoir des techniciens qui sont confrontés à des... Alors, typiquement, sur l'un des derniers exercices chez Zonoid que j'ai réalisé, on avait modélisé aussi un système industriel. Là, voilà, on a des PLC qui rebootent. Bon. Est-ce que l'équipe de supervision trouve ça louche? Heureusement, oui. S'ils trouvent ça louche, qu'est-ce qu'ils font? Alors on va jouer les délais. Évidemment, ces PLC-là n'étaient pas censés être dans la salle d'à côté, ils étaient censés être sur le terrain. Donc il faut envoyer une équipe. Donc, on a 2 heures. Dans 2 heures, vous allez pouvoir récupérer votre manip qui va être typiquement le code qui est dans la mémoire des PLC. Voilà, donc on va faire un petit peu d'exercice comme ça, mais pendant ce temps, des choses vont tomber. Donc là, la communication va être activée, le juridique, etc., etc. Voilà. Tout ça, on est sur un énorme exercice. On peut le faire sur des périmètres. Merci beaucoup, Jérôme. Donc on a beaucoup parlé finalement de mesures organisationnelles, on a parlé de préparation, de processus. Avec toi, Yves, on va sûrement parler un peu plus de technologie, parce que je pense que les technologies existent aussi, ils peuvent nous aider justement à
réagir, à se préparer à ces crises. Oui, alors les technologies vont aider, mais on va être au cœur d'un processus, on va être au cœur d'humain. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces paramètres. Il faudra traiter la technologie, mais sans oublier, comme ces messieurs l'ont déjà dit, les processus et l'humain qui est derrière, la formation, l'entraînement pour pouvoir assurer ça. Alors nous, en termes de protection de données, je veux dire, si on prend l'histoire de la protection de la donnée, c'était quoi? C'était, j'ai un système d'information, je vais le sauvegarder au cas où j'ai un incident, un utilisateur qui détruit, une erreur, une corruption logicielle, de pouvoir restaurer ces éléments, qui sont bien souvent unitaires. Quelquefois on parlait d'un serveur, mais on était sur des volumes limités, et on était sur des, pas sur des attaques, mais on était sur des problèmes qui étaient assez limités. Avec les cyberattaques, on se retrouve face, et je reprends les termes d'Yves, la foudroyance et la prolifération. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec un système d'information qui a grossi. Je passe toutes les études du Gartner qui montrent l'accroissement. On est dans un monde purement digital. Si je prends les services hospitaliers, par exemple, ils ne peuvent plus se passer maintenant d'un système d'information performant. Et on continue, parce que sinon, on ne peut plus traiter les patients et on a un risque, pourquoi pas, sanitaire pour les patients qui sont présents. Donc, véritablement, on a un accroissement de données, beaucoup de données qui vont être digitalisées, et derrière, comment je vais faire pour, en cas d'attaque, puisqu'on le sait encore une fois que les attaques, malheureusement, vont avoir lieu, comment, en cas d'attaque, je vais être capable de restaurer... Ces motivations, la motivation de l'adversaire, c'est très très important, parce qu'une fois qu'on a un adversaire clairement défini, avec des capacités clairement définies, un objectif clairement défini, le reste va suivre assez automatiquement. Donc ça, c'est le scénario cadre. Ensuite, on prend chaque objectif de l'exercice, et il n'y a pas d'exercice de crise sans objectif. L'exercice de crise, ce n'est pas on lance tout ce qu'on a et on voit si vous êtes à genoux ou pas. Non, c'est on veut tester, on veut mettre sous tension tel ou tel point. Donc une fois qu'on a défini l'attaquant, ses moyens, ses méthodes, son objectif et nos propres objectifs, on va pouvoir ensuite attaquer la partie, ce que j'appelle l'exercice, le scénario technique. Le scénario technique, c'est à partir de ce scénario enveloppe qui est un peu une histoire à la James Bond, de qui nous veut du mal et pourquoi, on définit par stylo quelles sont les attaques techniques, les moyens réellement techniques que l'attaquant va mettre en œuvre contre telle et telle entité. Alors, sur des petits périmètres, c'est simple. Sur des gros périmètres, là, notamment, je sors d'un exercice sur un grand groupe, un OIV, qui a voulu faire jouer 16 directions et filiales. Je peux vous assurer que c'est pas simple. Parce que vous avez 16 entités quasi autonomes qui vous disent, moi, voilà ce que j'ai envie de tester, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que j'ai envie de tester. Et puis un autre va vous dire la même chose sur quelque chose de totalement différent. Et le but est de créer une histoire cohérente qui respecte le scénario original enveloppe, mais qui en même temps permet de tout tester. On voit que c'est vraiment beaucoup de travail, c'est très minutieux, c'est beaucoup de temps sous Excel. Excel est l'outil par défaut du consultant et encore plus de la gestion de crise. Et une fois que tout ça est en place, et c'est là que c'est drôle, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, on sait pertinemment que ça ne va pas se passer comme ça. Mais il faut le faire. La préparation permet de laisser la place à l'improvisation. Donc plus on a préparé à l'avance, plus on est en mesure d'avoir un peu d'espace dans la tête et opérationnellement pour improviser. Et on sait que sur un exercice de crise, on va beaucoup improviser. Une fois qu'on entre dans l'exercice de crise, on a deux choix. Le choix est fervent. On a plutôt deux chemins. On a des exercices de crise qui sont purement des simulations. On va mettre tout le monde autour d'une table, ou en tout cas dans leur bureau respectif. On va activer la cellule de crise. Donc là aussi, tout ça c'est la préparation. Qui est dans la cellule de crise? Généralement, le patron n'est pas dans la cellule de crise. Ça prend déjà un certain temps à l'expliquer, puis il faut le mettre dehors. Déjà il est mort, potentiellement il est mort, et s'il n'est pas mort, il ne sert à rien dans la cellule de crise, parce que son poids hiérarchique va écraser la prise d'initiative des membres de la cellule. C'est lui qui va tout diriger, et il n'est pas le mieux placé pour diriger. Il y a un affect particulier, notamment sur les petites entreprises. C'est souvent son bébé. Voilà, quand le bébé est en train de faire un arrêt cardiaque, c'est pas le papa qui va faire le massage si les professionnels sont là. On laisse les professionnels travailler. Et puis le patron, lui, a une autre tâche, c'est d'être un peu face de compagnie. Donc c'est lui qui va parler à la presse, c'est lui qui va commencer à communiquer là-dessus. Donc il faut qu'il soit briefé, formé, tenu au courant par des points de situation réguliers. Donc il a tout un travail déjà à faire. Donc on active la cellule de crise. La cellule de crise va travailler, comme je le disais, soit sur table, donc une simulation.
On dit voilà ce qui arrive, voilà ce qui se passe, comment réagissez-vous, qu'est-ce que vous activez, désolé, là c'est plus possible, on peut couper des messages, on peut s'amuser. Petite parenthèse, c'est un vrai talent que de faire en sorte que dans un exercice de crise, les joueurs ne vous prennent pas, vous, l'animateur, comme l'adversaire. Très souvent, les joueurs vont se dire « Ah non, non, mais vous trichez, on est en train de démonter votre scénario, donc vous ne nous avez pas passé tel message, on n'a pas su ça, c'est pas du jeu, etc. » Donc plus le scénario est prévu à l'avance et carré, plus il est facile de refuter ça. Très simplement en disant « Désolé, mais l'adversaire, on joue l'objectif et les moyens de l'adversaire. » Donc pour l'instant, vous ne connaissez pas l'adversaire, vous ne connaissez pas ses objectifs ni ses moyens, donc commencez peut-être à les chercher et à les analyser, et vous comprendrez peut-être le public. Bref, donc là on est sur une simulation. Mais le grand atout du cyber, c'est que l'on peut aller beaucoup plus loin que la simulation, c'est qu'on peut mettre vraiment les mains dans le moteur. Typiquement, dans des exercices de crise sécurité civile, dans le cadre par exemple de sécurité sûreté pure, un tireur de masse par exemple qui rentre dans une école, dans une préfecture, clairement, lorsqu'on a des fausses victimes au sol, les premiers intervenants ne vont pas aller mettre un tourniquet sur une victime et l'amputer. On va pas enlever la victime, la fausse victime. En revanche, dans le cyber, on peut faire ça. Donc on peut clairement modéliser sur une plateforme évidemment distincte et isolée, on ne va pas toucher au système d'information du client et de la victime, mais sur une plateforme isolée, on va modéliser une version simplifiée du système d'information. On va retrouver les mêmes noms de serveurs, les mêmes noms de systèmes, les mêmes bases, des choses comme ça, on importe tout ça. Il y a souvent quelques petites différences, notamment en termes de licence, car il y a des applications dont on ne peut pas avoir une licence parce que c'est beaucoup trop cher, on trouve une solution un peu libre pour faire à peu près la même chose. Mais globalement, on va trouver la même chose. Et là, dedans, on va jeter des méchants, on va jeter une red team, on va mettre dans la salle avec la red team un maître de jeu, avec un peu vicieux quand même, évidemment, très joueur, qui va diriger la red team comme si c'était l'adversaire. Et les attaquants vont, pour la journée d'exercice ou la durée de l'exercice, les défenseurs ne vont toucher qu'à leur faux système d'information. Et là, on va voir ce qui se passe. L'intérêt, c'est qu'on peut, comme ça, activer une chaîne très très transversale. Ah oui, alors c'est peut-être un terme aussi qui est important, c'est la transversalité. Aujourd'hui, une crise, ça impacte tout le monde. Ça impacte la communication, le juridique, la technique, la direction. Ça impacte beaucoup de monde. Si on ne teste que par silo, ça peut être un choix, il faut savoir que c'est temporaire. À un moment donné, il faudra tester tout le monde. Et comment tout le monde échange, discute, se prend la tête, stresse, ensemble. Voilà, ça, c'est très important. Donc pour revenir à la partie technique, on va pouvoir avoir des techniciens qui sont confrontés à des... Alors, typiquement, sur l'un des derniers exercices chez Anoé que j'ai réalisé, on avait modélisé aussi un système industriel. Là, voilà, on a des PLC qui rebootent. Bon. Est-ce que l'équipe de supervision trouve ça louche? Heureusement, oui. S'ils trouvent ça louche, qu'est-ce qu'ils font? Alors on va jouer les délais. Évidemment, ces PLC-là n'étaient pas censés être dans la salle d'à côté, ils étaient censés être sur le terrain. Donc il faut envoyer une équipe. On a 2 heures. Dans 2 heures, vous allez pouvoir récupérer votre manip qui va être typiquement le code qui est dans la mémoire des PLC. Voilà, donc on va faire un petit peu d'exercice comme ça, mais pendant ce temps, des choses vont tomber. Donc là, la communication va être activée, le juridique, etc., etc. Voilà. Tout ça, on est sur un énorme exercice. On peut le faire sur des périmètres. Merci beaucoup, Jérôme. Donc on a beaucoup parlé finalement de mesures organisationnelles, on a parlé de préparation, de processus. Avec toi, Yves, on va sûrement parler un peu plus de technologie, parce que je pense que les technologies existent aussi, ils peuvent nous aider justement à réagir, à se préparer à ces crises. Oui, alors les technologies vont aider, mais on va être au cœur d'un processus, on va être au cœur d'humain, donc en fait c'est l'ensemble de ces paramètres. Il faudra traiter la technologie, mais sans oublier, comme ces messieurs l'ont déjà dit, les processus et l'humain qui est derrière, la formation, l'entraînement pour pouvoir assurer ça. Alors nous, en termes de protection de données, je veux dire, si on prend l'histoire de la protection de la donnée, c'était quoi? C'était, j'ai un système d'information, je vais le sauvegarder au cas où j'ai un incident, un utilisateur qui détruit, une erreur, une corruption logicielle, de pouvoir restaurer ces éléments, qui sont bien souvent unitaires. Quelquefois on parlait d'un serveur, mais on était sur des volumes limités, et on était sur des... pas sur des attaques, mais on était sur des problèmes qui étaient assez limités. Avec les cyberattaques, on se retrouve face, et je reprends les termes d'Yves, la foudroyance et la prolifération.
Et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec un système d'information qui a grossi. Je passe toutes les études du Gartner qui montrent l'accroissement. On est dans un monde purement digital. Si je prends les services hospitaliers, par exemple, ils ne peuvent plus se passer maintenant d'un système d'information performant. Et on continue, parce que sinon, on ne peut plus traiter les patients et on a un risque, pourquoi pas, sanitaire pour les patients qui sont présents. Donc, véritablement, on a un accroissement de données, beaucoup de données qui vont être digitalisées, et derrière, comment je vais faire pour, en cas d'attaque, puisqu'on le sait encore une fois que les attaques, malheureusement, vont avoir lieu, comment, en cas d'attaque, je vais être capable de restaurer mon système d'information au plus vite pour que la continuité d'activité puisse être envisagée au sein de la société. On disait tout à l'heure, hein, sur des jours, sur 10 jours, 20 jours, 40 jours de cessation d'activité pour une entreprise aujourd'hui, ça peut être dans bien des cas la mort de l'entreprise. Donc, comment fait-on pour faire ça? Alors, nous, on a des conseils, on a des consultants qui vont nous aider aussi à définir ça, et on va fournir des technologies. En gros, bien souvent, quand on rencontre des clients, on nous dit, il n'y a pas de problème, puisque j'ai mis en place de la disaster recovery. J'ai un site qui tombe, je suis capable de repartir sur l'autre site. C'est bien. Bravo. Heureusement, vous avez ça, c'est très bien. By the way, entre les deux, il y a un réseau, il y a une activité. Donc vous avez des gens qui, s'ils s'introduisent sur le premier système, peuvent, à terme plus ou moins long, aller s'introduire sur votre système de disaster recovery et aller faire des actions tout aussi pernicieuses. Donc du coup, il faut qu'on mette en regard le disaster recovery versus le cyber recovery, où là, je vais avoir des technologies différentes. Donc si on reprend la protection des données, qui est ni plus ni moins que le patrimoine de l'entreprise, on digitalise, on a beaucoup plus de données, comment je vais pouvoir sécuriser ce patrimoine? Tout d'abord, en utilisant des principes de base, je dirais, qu'on conseille à nos clients, qui est « je protège mes données » et ces données doivent être une copie dupliquée dans un autre endroit. Donc ça peut être effectivement, dans le cadre d'un disaster recovery, sur un deuxième site. Mais ça ne va pas suffire. On va ensuite procéder au durcissement de ces applications, au durcissement de ces technologies de sauvegarde et de restauration, en s'assurant que les plateformes ne sont pas vulnérables. On l'a vu dans plein de cas où la plateforme de sauvegarde, par exemple, était pas à jour dans un système d'information. Et du coup, se retrouve la première à être attaquée. Parce que quand on parle de protection de données et de sauvegarde, c'est bien le média de dernier recours. C'est-à-dire, j'ai plus ma donnée et je dois restaurer à un instant T l'entièreté de cette donnée. Donc, pour cela, il va falloir durcir et il va falloir aussi, et je reprends encore les termes, vous m'excuserez messieurs, mais c'est le test et c'est les processus. J'ai mis ma donnée ailleurs, très bien. Et est-ce que je suis capable de la restaurer? Oui, sûrement, enfin on n'a pas testé. Ça, c'est pas admissible et c'est pas potentiellement jouable. Et c'est pas jouable dans des technologies, par exemple, si on prend la bande et qu'on veut restaurer massivement un système d'information de plusieurs dizaines de téras, ça va prendre du temps. Et pour parodier Fernand Reynaud, ça dépend. Et ça va dépendre effectivement de tout un tas de contextes. D'accord? Donc en fait, ça va être effectivement d'avoir une copie de ces données, d'avoir des tests et de régulièrement mettre en place ces tests et cette validation. Ça, c'est la deuxième étape. J'ai fait une copie, je l'ai mis ailleurs et je teste et je valide. Et puis derrière, eh bien, ça va une échelle supplémentaire que nous on nomme les solutions de cyber recovery. Qu'est-ce qu'on regroupe sous ce terme? Eh bien, c'est d'avoir un entrepôt de données qui soit complètement sécurisé et isolé du réseau traditionnel de l'entreprise. En clair, c'est quoi? C'est de dire, je vais prendre les données qui sont vraiment critiques pour mon entreprise, je vais les déplacer sur un coffre-fort de données qui va être numérique, qui va être bien souvent sur des périphériques disques, qui va nous permettre donc de restaurer très rapidement en cas de problème. Et cet entrepôt de données sécurisées, il ne va pas être connecté en permanence, il ne va pas être géré par le même réseau. Donc là, on va être sur un système isolé qui va ouvrir une connexion pour récupérer des données et la fermer le plus rapidement possible. Donc là, on va utiliser des technologies de déduplication pour pouvoir transférer rapidement sur un lien dédié ou non des données. On va crypter les données sur les disques et on va en permanence
faire de l'analyse de ces données. Est-ce que cette donnée a varié par rapport à hier, alors que j'ai coupé le système? Est-ce que je suis capable de la restaurer? Est-ce que ça correspond bien à l'état dans lequel le système d'information la réclame? Donc on va aller du la copie, le durcissement, jusqu'à ce coffre-fort de données tel qu'on l'avait. En fait, moi, je rencontre, et moi aussi j'ai pas mal de cheveux gris, on rencontre encore des clients qui nous disent bah, j'ai mis la bande dans le coffre-fort, je suis tranquille, il n'arrivera rien. C'est vrai, il ne peut rien vous arriver, on peut la restaurer et on peut ne pas pouvoir la restaurer. Et donc, c'est de voir comment les technologies actuelles, justement, en transférant électroniquement de la donnée, mais en n'ayant pas un lien permanent, parce que qui dit lien permanent dit forcément une porte d'entrée et forcément une attaque potentielle. Donc des liens qui vont être coupés, ce que les Américains appellent un air gap, qui va être défini entre deux sites, et une administration qui va être dédiée. Ce ne sera pas l'administrateur de sauvegarde qui va administrer ce site. Sinon, ça n'a pas de sens, puisque l'erreur humaine est toujours possible et que lui est connecté sur le réseau de l'entreprise qui est potentiellement attaqué et qui pourrait corrompre ces données. Donc c'est vraiment tous ces mécanismes et toutes ces solutions qu'on va proposer à nos clients avec les technologies sous-jacentes de la déduplication, du stockage de sauvegarde, des logiciels de sauvegarde et un logiciel de cyber-recovery qui va s'interfacer aussi avec des outils d'analyse pour voir où on en est, pour faire aussi du check de virus éventuels qui seraient présents sur ces données critiques pour l'entreprise, ainsi de pouvoir survivre à une telle attaque. On est vraiment dans le phénomène, je dois restaurer massivement le plus vite possible parce que le temps est un élément crucial face à la crise qui va nous permettre de continuer l'activité de l'entreprise ou pas. C'est aussi simple que ça. Voilà les types de technologies qu'on est capable de mettre en œuvre. Merci beaucoup Yves pour cette partie, cette vision un peu plus technologique. Donc on a fait la partie plutôt organisationnelle, la partie technologique. Hervé, est-ce que tu peux me dire concrètement comment finalement ces deux approches ont pu être utilisées dans le cadre d'une vraie gestion de crise? Oui, donc moi je vais vous raconter un incident qu'on a vécu. Donc avant de vous raconter vraiment cet incident, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Donc, Sodifrance, c'est une entreprise de 1300 collaborateurs. On est un USN, on fournit des services pour nos clients en fin de compte. On fait du développement, on a un peu les mêmes activités qu'Avant-Garde sur certains côtés digitaux notamment. Et donc moi j'ai créé l'activité sécurité il y a 5 ans. On fait des tests d'intrusion, on fait du forensique, on a un SOC, on fait de la gouvernance, on fait des certifications, etc. Et donc quand on a créé cette activité, on s'est dit avec la direction générale, si on veut être crédible sur ce marché, étant donné qu'en plus personne ne nous connaît sur le sujet, il faut quand même qu'on montre l'exemple. Donc on s'est dit très vite, il faut qu'on se fasse certifier ISO 27001. Donc on a démarré la certification ISO 27001, on a obtenu en mars 2017. On a mis en place un SOC, on est en cours de qualification passive aussi. Enfin voilà, essayer d'avoir au maximum, de montrer à nos clients qu'on fait les choses dans le bon ordre et comme il faut. Et donc, moi j'ai pris cette responsabilité de la sécurité, donc j'ai été RSSI et je le suis encore aujourd'hui, de mettre en place tout ça et puis de prendre à ma charge la sécurité d'entreprise. Et il se trouve que début 2018, donc, on a connu un incident. Et je rejoins ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire que ça arrive toujours, même si on s'est préparé, dans le cadre de notre certification, on a mis en place tous les process qui vont bien. C'est-à-dire on a un processus de gestion de crise, un processus de réponse à incident, on a un PCA, on a un PRA, donc on a des outils techniques pour répondre effectivement à des problématiques de perte de données, etc. Donc tout ça est en place, on a essayé de le faire intelligemment, c'est-à-dire on n'a pas produit de la doc pour produire de la doc, mais vraiment des choses opérationnelles. On s'est beaucoup imprégné de ce qu'avaient fait les équipes avant que moi j'arrive, puisqu'ils faisaient les choses bien, donc on a documenté ce qu'ils faisaient et on a essayé d'apporter de l'intelligence aussi un peu au dispositif. Et donc malgré tout ça, forcément, ça arrive toujours là où on ne l'attend pas. Et même si le boulot du RSSI, c'est d'essayer d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans l'entreprise. Obligé d'aller jusque-là, donc tous les exercices de crise n'en ont pas besoin. Et c'est un projet parallèle à l'exercice de crise. Donc ça augmente aussi le coût de l'exercice. J'ai une autre question pour toi Yves. Tu as parlé tout à l'heure de l'ANSSI, du fait qu'on est finalement tous aussi porteurs des messages de l'ANSSI. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette problématique de gestion de crise,
on a une communication sur laquelle on peut s'appuyer, où on a la documentation sur laquelle s'appuyer pour rentrer dans cette démarche de l'ANSSI. Donc là, Jérôme en a parlé tout à l'heure, donc l'ANSSI en fait a la chance d'avoir une cellule exercice, hein, il joue et en fait pour nous le facteur déclenchant c'est Charlie Hebdo, hein, en janvier 2015. Avant Charlie Hebdo, on était un peu comme tout le monde, hein, ça, en fait on suit les événements et puis on travaille dessus. Donc depuis Charlie Hebdo, ce qui a été, donc on est en 2015, ce qui a été acté au niveau du HDSN, c'est qu'effectivement aujourd'hui, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, la notion de crise cyber est intégrée dans tous les exercices auxquels vous avez participé, hein, donc c'est pour ça qu'on fait ça et vraiment dans la réalité. Et du coup, en fait, cette cellule exercice, les chiffres ne sont pas exacts aujourd'hui, où on avait une personne, hein, donc aujourd'hui elle a grandi. Et alors, on ne diffuse pas de documents censurés, par contre on participe sur ces exercices, ils sont conseillés, ils peuvent être contactés, hein, c'est vraiment l'équipe à l'ANSSI est joignable bien sûr. Maintenant ils sont focalisés eux sur la mission de l'ANSSI qui est effectivement de pouvoir accompagner, on va dire principalement les OIV, et après de diffuser avec les acteurs que nous sommes ici autour de la table et d'autres partout pour pouvoir relayer ces informations. Donc est-ce qu'il y a un vadémécum exercice? Moi je ne l'ai pas à ma connaissance. Donc chacun constituant, en général on constitue ce vadémécum, mais on s'appuie effectivement sur le mode. Pourquoi? Parce que chaque crise est unique, hein, ça a été rappelé tout à l'heure, on se prépare et tout. Donc là les équipes de l'ANSSI qui interviennent ont des modes d'action, des opérateurs très techniques, hein, les équipes du COSI, du centre d'opération qui a d'ailleurs été rebaptisé, hein, de l'ANSSI, et qui va intervenir avec ses modes opératoires. Et le choix qui a été pris, c'est on va s'appuyer sur des acteurs comme vous, des passifs pour auditer, mais également des prestataires de réponse à incidents. Aujourd'hui, on a lancé ces notions de prestataires de réponse à incidents ou de détection d'incidents qui vont appliquer un peu les modes de fonctionnement. Donc on va plutôt s'entourer de gens sérieux, de sociétés sérieuses, d'une communauté élargie, parce que c'est vraiment compliqué, hein, ça a été quand même bien décrit ce matin, on ne fait pas comme ça. Et donc ces PEDIS ou PRIS vont pouvoir effectivement, appliquer ce que l'ANSSI diffuse en interne. Il y a un minimum de confidentialité, je veux dire. Et ces PEDIS et PRIS, donc ça commence maintenant, hein, ça fait 2 ans qu'on est sur ce chantier-là. L'ANSSI demande aux gens de venir, rejoignez-nous, soyez ces répondeurs à incidents pour nous, hein, et accompagner les sociétés. C'est l'option qu'on a prise et je pense que c'est peut-être la meilleure. Donc, le document de référence là-dessus, à ma connaissance, non. On en a tous, donc on peut discuter les uns et les autres dans la journée, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, et je pense que j'ai entendu Jérôme, Yves ou Hervé, donc on parlait, enfin, chacun à son niveau, on a tous nous des solutions, il n'y a pas de ligne. Je préciserai juste en complément que l'exemple de l'ANSSI est un très bon exemple, c'est que l'ANSSI est par définition un organisme qui dispose de processus forts, bien définis, bien carrés, et on le voit tout de suite, c'est que l'exercice est ultra utile et se déroule tel que prévu quasiment, parce que justement l'organisme s'appuie sur des process très bien définis, très forts. C'est vraiment un cas d'école en fait, l'exercice l'ANSSI. Le COSI, on sait qu'ils vont se déployer. Alors évidemment, c'est eux qui gardent la main de savoir est-ce qu'on déploie, est-ce qu'on déploie pas, est-ce qu'on envoie du monde, est-ce qu'on n'envoie pas du monde. Donc ça, c'est une interrogation quand on fait l'exercice. Mais après, pour le reste, on sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur un déroulé des processus, en tout cas très forts. Et pour l'exercice, c'est un vrai cas d'école. Alors, complément juste un peu au niveau de notre école de l'NCBS. Donc nous, on s'appuie sur la 27 000 et les dérivés en gestion de crise, la 27 500, c'est laquelle. Et donc dedans, c'est ce que je disais un petit peu, le SMCA, le système de management de continuité d'activité, vous amène un peu toutes ces briques. Effectivement, le processus, donc là, vous avez ces briques et nous, c'est là-dessus qu'on travaille, en mettant du cyber. Voilà, ça peut vraiment se faire, mais c'est vraiment un travail de préparation de longue haleine. L'ANSSI, sur des exercices annuels, elle est embringuée 6 mois avant. C'est 6 mois avant, on va dire. Le cyber, c'est ça va durer. Yves, sur la partie technologique, si tu devais donner un conseil sur la façon d'aborder justement cette approche technologique, par où on commence? Par où on commence? Déjà être sûr que tout le système d'information est protégé en termes de données. J'ai bien copié ces données et je les ai bien externalisées. C'est les fondamentaux. Ensuite, les étapes qui viennent tout de suite après, effectivement, c'est
le durcissement, est-ce que je mets en place de la cybersécurité, et quelle est l'analyse de ma donnée essentielle à l'entreprise. Là, les consultants dans la salle, qu'est-ce que je vais chercher à protéger et qu'est-ce qui est crucial pour continuer mon activité. Donc on est surtout sur vraiment être certain et automatiser tous ces processus, parce que plus on automatise, moins on est dans leur réactivité sous la pression, qui n'est jamais bonne, quelle que soit la décision qu'on prend. On le voit quand on conduit une voiture, on le voit dans plein d'opérations de la vie courante. Si on n'a pas été préparé et si on n'a pas automatisé un certain nombre de tâches, on va crouler sous l'information et surcharger de l'information. Donc, plus on va automatiser ces processus, on parle de bénéfices de la virtualisation, et ben justement en paramétrant directement les politiques de sécurisation de la donnée dès qu'on crée une nouvelle machine, et bien ça permet justement d'être tranquillisé et de se focaliser sur les choses qui sont plus importantes. Comment je fais pour restaurer? Est-ce que j'ai eu le temps de valider mes données en restauration? Est-ce que ces données sont toujours valides? Est-ce qu'elles n'ont pas été corrompues depuis là? Donc c'est vraiment le lien entre je mets mes plans de sauvegarde à jour, je les automatise au maximum pour éviter de faire ça au jour le jour. Ce que nous demandent les clients aujourd'hui en termes de fournisseurs de technologie, c'est ça, c'est comment on peut automatiser, les équipes se réduisent, les problématiques augmentent, les volumes augmentent. Il y a un moment, il faut bien qu'on puisse fournir des automates, des choses beaucoup plus simples à mettre en œuvre, qui vont nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel, qui est, encore une fois, la sauvegarde. Ça ne sert à rien, c'est la restauration qui est utile, et concentrons-nous sur les procédés de restauration. Très bien, merci. Et enfin, pour finir, Hervé, si tu devais, donc là c'est plutôt avec la casquette conseil, si tu devais donner aujourd'hui un conseil à une entreprise qui souhaite voilà, se préparer, aller dans cette direction. Alors en fait, donc, ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises ont mis en place des mécanismes de résilience, la virtualisation, que ce soit la vertu de stockage, la vertu tout court, les sauvegardes, etc. Tout ça, c'est des choses quand même qui sont bien passées dans les mœurs. Le multisite, etc. Tout ça, techniquement en général, c'est là. Par contre, ce qui manque, c'est un peu une coordination, c'est un peu une gouvernance, et notamment cette mise en place de chaîne de réponse, parce que ça part du haut pour aller vers le bas, de remonter vers le bas pour aller vers le haut. Et donc, une crise, elle sera bien gérée si justement, à un moment donné, chacun est conscient du rôle qu'il a à jouer dans la réponse. Et donc, moi, c'est le conseil que j'aurais, c'est de la direction générale jusqu'aux équipes techniques, c'est de faire en sorte que tout le monde soit bien conscient de ce que son voisin a fait, pour que le jour où ça arrive, on ne court pas dans tous les sens, mais qu'on soit un minimum organisé pour la. Merci.